Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast avec au sommaire 3 sujets. C'est assez inhabituel pour nous. D'abord un point Covid. À ce moment-là, je devais vous dire X joueurs, mais depuis qu'on enregistre, il y a eu à peu près 10 joueurs qui sont entrés visiblement dans le protocole Covid. Donc un certain nombre de joueurs sont actuellement dans le protocole Covid. La NBA semble vouloir adapter ses règles, mais avec une limite, ne pas mettre une pause à la saison. Alors on va se demander est-ce que c'est possible de tenir ces engagements. Et puis direction New York d'abord pour parler des Nets. On a eu une info, Kyrie Irving revient, oui, mais seulement à mi-temps. Alors que ce retour de Kyrie Irving, qu'est-ce que ça change dans le paysage NBA? On va essayer de répondre à cette question. Puis grosse page Knicks pour terminer. Ils ont entamé la saison avec 5 victoires en 6 matchs. Depuis, ils sont à 13 victoires, 17 défaites. Et là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui explique la méforme des hommes de Tom Thibodeau. Pour m'accompagner, 2 hommes qui ont su échapper au protocole Covid. Et ça, c'est incroyable, vu la période actuelle. D'abord, lui, c'est, je pense, grâce à ses pouvoirs de maître Jedi, Madiane. Comment ça va, Madiane? Ça va très bien. Et aussi grâce à la magie de la triple dose effectuée dans la semaine. Ah, et vous êtes trop fort. Vous, les habitants de la région parisienne, vous l'avez vu largement plus vite que moi. Bref. Et puis, Alan, d'envergure. Comment ça va, Alan? Très heureux d'être dans un nouveau podcast. Je suis très, très, très heureux. Non, salut à tous. Et aussi sous 3e dose. C'est important. Pas de pub du gouvernement, mais voilà. Une pensée à tous mes provinciaux comme moi qui galérons pour en trouver une. Ça sera fait après le nouvel an. Voilà, on a pu tous vous partager notre date de 3e dose. Alors, on vous invite à aller vous abonner à l'émission sur la plateforme où vous l'écoutez. Si c'est sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Et aussi, suivez-nous sur Twitter parce qu'à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, on va vous refaire gagner un League Pass. Donc, surveillez le @DunkHebdo. Petite pause, et puis on se penche sur cette nouvelle vague de Covid en NBA. Un nombre de cas qui ne cesse d'augmenter. Pour preuve, les gars, quand j'ai clôturé la trame il y a quelques heures, je m'étais arrêté à 58. Puis, on a appris que Trae Young faisait son entrée dans le protocole Covid. Puis, on a appris que 5 joueurs des Cavs faisaient leur entrée dans le protocole Covid. Puis, on a appris que alors ça compte à moitié, mais Frank Vogel faisait son entrée dans le protocole Covid. Donc là, tenir les comptes, ça devient un petit peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que la NBA semble de plus en plus submergée. On avait eu 13 entrées dans le protocole mardi, 11 jeudi, 16 vendredi. Il y a moyen qu'en ce dimanche, on enregistre dimanche, le score soit battu. Pourtant, j'en ai parlé dans l'intro, il y a une limite posée par le board des gouverneurs, c'est en gros un mot transformé pour dire les proprios. La pause de la saison semble écartée pour l'instant. On a ouvert la possibilité de signer des joueurs remplaçants pendant cette période. Question simple, les gars, je lance aucun de vous deux, je lance celui qui sera le plus inspiré. Est-ce que ça peut tenir? Ça me paraît difficile en fait, parce que ne serait-ce que le contexte mondial en fait commence à s'assombrir, que ce soit en Europe mais aussi outre-Atlantique. Et moi j'ai vraiment de plus en plus de mal à envisager que ça puisse tenir convenablement jusqu'à la fin de l'année, parce qu'en fait les équipes se croisent trop, et donc un joueur ou deux dans un effectif, le temps qu'il soit déclaré positif et qu'il rentre dans le protocole, malheureusement, il a le temps de croiser 1 à 2 équipes, qui elle-même va croiser 1 à 2 équipes, et mine de rien, le fait que ça se répande autant parmi les joueurs NBA, c'est alarmant, parce que justement, c'est lié à ce qu'est la nature du jeu NBA et du fait qu'ils se croisent régulièrement, qu'il y a beaucoup de matchs et qu'ils voyagent à travers les États-Unis. Donc j'ai l'impression qu'on va pas y couper cette saison. J'ai du mal à envisager comment ça pourrait redescendre. Ton avis là-dessus, Alan, en disant peut-être, en rajoutant, je te coupe peut-être un argument, contrairement à la saison dernière, cette année, on n'avait pas adapté le calendrier. Par exemple, on se souvient que l'année dernière, les équipes se jouaient 2 fois à la suite, etc., ce qui pouvait, limiter une potentielle vague, là où, comme l'a dit Madiane, on voyage beaucoup plus cette année. Complètement. Et on voit déjà que dans une ligue comme la NFL, il y a quelques problèmes. Alors que tu joues 1 fois par semaine, et que t'as pas de lien avec une équipe A' ou B comme les équipes de G-League. Là, tu te joues, comme l'a dit Madiane, trois équipes minimum 3 fois dans la semaine, donc ça fait minimum une quarantaine entre quasiment 40 joueurs que tu croises avec les staffs. En plus, il y a les allers-retours avec la G-League et tout ça.
Moi, je pensais je pensais que ça allait peut-être être plus régulé cette année avec le Covid. Ça, c'est pas très régulé, hein. On voit, Charlotte, quand on voit des fois c'est 3 rookies qui les rappellent en un jour. Donc il y a beaucoup de mouvements. Donc je pense que voilà, déjà on voit dans des ligues où il y a moins de mouvements et de possibilités de rencontres et de contamination qu'il y a des problèmes. Donc c'est a fortiori la NBA va avoir beaucoup de soucis là-dessus. Après, est-ce qu'il y a une bonne solution? Est-ce que la bonne solution c'est un arrêt de la compétition pendant une période indéterminée qu'on rajoute après sur la fin de saison, donc ça fait un calendrier décalé, ou est-ce que c'est on continue et on reporte les matchs et en fait en avril et mars on aura beaucoup de back-to-back et tout ça quoi. Est-ce que c'est ça la solution? Je sais pas. Sachant que tu vois, tu fais la comparaison avec la NFL. Pour ceux qui nous écoutent, je porte le maillot des Ravens maudits. Pensez à des fans. S'il y a des fans des Ravens qui nous écoutent, les gars, on est ensemble pendant cette saison. Fans des Nuggets, la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux ligues ont des approches totalement différentes. La NBA a annoncé qu'il y aurait des tests quotidiens pour tous les joueurs et tout le personnel entre le 26 décembre et le 8 janvier, là où la NFL est plus dans une approche, en gros, on va tester les mecs symptomatiques. Donc là, on est dans deux approches totalement différentes. Mais Madiane, du coup, vraisemblablement, les gars, on est peut-être parti sur un peut-être arrêt de la saison. Imaginons que la saison s'arrête. Est-ce que c'est pas le pire moment pour l'arrêter? Enfin, les matchs de Noël, le All-Star Game est dans peu de temps, il y a la mini-pause, donc tu vas rajouter peut-être 2 pauses. Est-ce que c'est pas le pire moment pour l'arrêter pour un Adam Silver, par exemple? Ah non, c'est le pire timing. On a le MLKD aussi qui va arriver juste après. On est dans l'un des pires timings. Il y a aussi un timing où, à partir du moment où la saison de NFL va commencer à s'arrêter, bah c'est là où la NBA va devenir la principale source d'attraction d'audience en termes de sport. Et malheureusement, si ta saison termine là, si t'es obligé de faire une pause à ce moment-là, t'es vraiment foutu. Je vois mal comment ils vont décaler le Christmas Game, le MLKD. Donc j'ai l'impression qu'ils vont essayer de tenir jusque-là. Mais si au moment où t'as réussi à passer ces 2 échéances, là on va arriver tout doucement vers la fin janvier, la situation n'est pas tenable, t'es obligé de t'arrêter au pire moment pour toi parce que la NFL, vous m'arrêtez parce que c'est plutôt vous les spécialistes, ça s'arrête plutôt aux alentours de fin janvier, début février. Premier dimanche de février, ouais. Donc, c'est le pire timing, je trouve, pour la NBA. Et c'est peut-être pour ça que peut-être qu'ils vont tenter de passer en force. C'est ce qui les sauverait, c'est de passer en force. Mais franchement, passer en force pour voir des matchs où, sans déconner, il y a quand même... Enfin, je découvre de sacrés noms quand j'ouvre mon League Pass. C'est Vous connaissez pas Assoni Gravette, le meneur remplaçant d'Orlando? On va te lancer là-dessus, Alan. C'est peut-être ça aussi une des conséquences. C'est sans être méchant avec ces joueurs-là qui ont peut-être pas leur place d'habitude, c'est un spectacle d'une moins bonne qualité. Enfin, tout simplement. Complètement. C'est un frein dans le développement des joueurs, c'est un frein dans la cohésion et la mise en place tactique de certaines équipes. La saison régulière ne doit pas toujours être sous-côté. Voilà, il y a la répétition soir après soir de tes 5, de tes rotations, c'est important. Et oui, on va pas se mentir, il y a des matchs qui sont bien plus difficiles à regarder. Il y a toujours, je trouve, un intérêt à regarder un match NBA. Enfin, il y a toujours un joueur, il y a toujours une ou deux choses à voir. Mais c'est vrai que on n'est pas non plus là pour voir de la Summer League ou de la pré-saison avec du public, quoi. Où on n'est pas, c'est pas ça, quoi. Le but, c'est pas ça. Si tu veux voir du développement de jeunes ou si tu veux voir des choses comme ça, tu regardes ça en pré-saison, en Summer League, et tu regardes sur des petites minutes avec des très bons joueurs à côté. Voir un jeune ou 2-3 jeunes qui sont responsabilisés et qui jouent 40 minutes par match, en plus je trouve qu'on en apprend pas énormément d'ailleurs sur eux, parce que c'est pas un rôle qu'ils vont avoir à répliquer prochainement dans l'année ou dans les premières années NBA. Et ouais, franchement c'est délicat. Il n'y a pas vraiment grand intérêt en fait. Tu parlais, avant qu'on ferme cette petite page, on était un peu obligé de revenir là-dessus. Tu parlais du public, c'est aussi un élément qui pour les proprios est important. C'est parce que l'année dernière, on n'a pas fait de pause dans la saison, mais c'était plus envisageable malgré un calendrier hyper resserré parce que niveau perte financière spectateurs,
il y avait des salles sans spectateurs, il y en avait certaines où les jauges étaient très basses, donc il n'y avait pas de perte. Là, on est face à des salles où tout est plein quasiment, donc ça serait une vraie perte pour eux. C'est ce qu'ils expliquent, et clairement, ils sont pas prêts à arrêter. Et tu peux comprendre le traumatisme de l'année 2019-2020, du coup, parce que arrêter, et ils peuvent se dire aussi pour reprendre quand. Ça peut être ça aussi. Ouais, complètement. Peut-être dernier petit point parce qu'on parle souvent de l'importance du Christmas Day Game. Moi, j'ai été chercher les chiffres, les gars. À part les finales NBA, il n'y a pas de plus grosse audience pour la NBA. C'est-à-dire même des finales de conf ne ramènent pas autant de personnes que le Christmas Day Game. Et les meilleurs Christmas Day Game des 20 dernières années ont des audiences de finales NBA presque. Donc c'est pour vous montrer que c'est loin d'être anecdotique pour la NBA. C'est comme les matchs de Thanksgiving pour la NFL. T'as tout le monde qui est chez soi, qui en vacances entre guillemets, et donc tu mets des grosses affiches, tu mets des stars, tu mets des équipes avec des fanbases importants, des matchs que les gens ont envie de voir, et ça fait toujours des cartes d'audience. Et c'est très problématique. Là où le bas blesse, c'est que des 5 affiches du Christmas Day Game, pour l'instant, on en a qui sont totalement épargnés par le Covid. Pour l'instant, on a seulement le Warriors Suns et le Mavs Jazz. On va même pas parler du Nets Lakers qui devait être un espèce de feu d'artifice et qui se jouera sans la plupart des grosses stars des deux équipes. Ça fait vraiment très mal. On parle des stars des deux équipes, on parle des Nets, parlons du dossier Kyrie Irving. On a donc appris la semaine dernière, il y avait déjà, moi je suis très surpris pour ceux qui nous ont écouté les dernières semaines, que du coup Kyrie Irving revient, mais seulement à mi-temps. Ça a été expliqué par le GM Sean Marks que c'est une décision prise en accord un peu avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que les Nets sont une des équipes les plus touchées par le Covid, 10 joueurs en moins à l'heure où on enregistre. Madiane, t'en as pensé quoi de ce retour? J'ai vu des réactions épidermiques de certains journalistes qui expliquaient qu'en gros les Nets, c'était un petit peu, notamment Nekias Duncan sur Basketball News, qui expliquait que les Nets s'étaient un peu pavanés d'avoir construit une culture et que là, ils enfreignaient. Bref, ils allaient un peu contre cette culture en réhabilitant un joueur comme Kyrie dans leur effectif. En même temps, il a le droit de jouer en fait. Ils avaient forcé le trait parce qu'ils ne peuvent pas jouer à domicile. Mais hormis ça, il a le droit de jouer et du coup, s'il se soumet au test et qu'il respecte le protocole, il est tout à fait en droit de jouer. D'ailleurs, l'ironie de la situation fait qu'il rentre directement dans le protocole Covid à peine en étant déclaré finalement apte à jouer. Au vu de la situation, honnêtement, moi ça me fait sourire, ça me fait un peu rire, mais je comprends en fait. Et oui. Est-ce que lui donner raison, c'est une bonne chose, etc. Honnêtement, ça sert à rien de débattre avec ton joueur dans ces cas-là. Il est dans un délire à lui. Écoute, j'ai hâte de le voir sur un terrain de basket, en tout cas en forme, mais ça me choque pas au vu de la situation. Alors maintenant, parlons sportif. Est-ce que ça change la course au titre, les gars? J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Quand on en parlait en off, Alan, pour toi et Madiane, j'ai l'impression que ça change vraiment la course au titre. Ouais, je pense. J'ai peut-être été traumatisé par avoir vu les trois jouer ensemble l'an dernier, mais donc j'étais rechecké les stats sur la saison régulière. Ils avaient joué que 202 minutes ensemble, les trois. Ils avaient 120 d'offensive rating sur ces. Donc offensivement, c'est une machine de guerre de destruction massive. En playoff, ça a été un peu pareil. Et je pense que en fait. Beaucoup a été dit sur début de saison d'Harden et ça a été peut-être un peu surfait par rapport au fait qu'en fait il était tellement dans des hauts standards depuis 8-9 ans qu'il revenait à des standards un peu moins, mais il était quand même toujours super fort. KD, c'est débattable, il est dans les 2 meilleurs joueurs du monde. Ouais. Je pense, mettons ce classement-là dans les 3 si on veut. Tu rajoutes à ça Kyrie Irving, bien sûr, il y aura toujours l'argument comment va-t-il revenir, comment est-il. Moi, je prends l'idée qu'il revient et qu'il est allé à 90% sur les 2 premières semaines ou le premier mois et qu'ensuite ça va se remettre en place. Je pense que c'est essentiel pour eux parce qu'offensivement, je les trouve pas très bons en fait. Offensivement, je trouve que ça patine un peu.
une attaque avec Harden et Durant, pour moi, doit être dans le top 10 sur l'offensive rating. Je crois qu'ils sont sortis du top 10 après leur match contre Orlando, je crois. Donc voilà, je pense que ça va permettre d'avoir toujours, de peut-être moins faire jouer KD, d'avoir toujours 2 des 3 ou 1 des 3 sur le terrain. Et ça, je pense que pour Nash, ça va changer pas mal de choses. Donc oui, je pense que ça change des choses pour eux, clairement. Ça veut dire qu'ils deviennent ils ont toujours été plus ou moins favoris, mais on l'avait dit, on était dans un flou artistique vis-à-vis de la hiérarchie pour le titre, c'est-à-dire que selon toi, Madiane, ils redeviennent le favori légitime et qui écrase la concurrence pour la suite. Oui. Après, comme dit, il va jouer 50% des matchs et un peu moins en fonction des affaires d'avantage du terrain. Mais oui, enfin, à mes yeux, il n'y a pas plus armé, surtout dans une saison si particulière. Là où en plus tout le monde n'a pas forcément le temps de se mettre en place, bah eux non plus, mais eux ont plus de talent que toi. Donc moi je trouve que ça les avantage pas mal, et mine de rien le pouvoir le faire rejouer en partie sur la saison, bah ça t'évite le crash test en fait. C'est que du coup tu vas pouvoir jouer, t'habituer avec lui, etc. Et donc tu seras pas surpris, tu sauras jouer avec et sans lui, et mine de rien, bah tu pourras le responsabiliser beaucoup plus sur les matchs où il pourra jouer, et un peu moins, et du coup tu sauras que ben le match après est pas là, donc ben tu peux le balancer 40 minutes sur un match, et puis l'autre ben tu sais qu'il est au repos. Je trouve que ça va pas mal aider. C'est avoir un joueur du talent de Kyrie Irving sur le terrain, c'est toujours un avantage, faut pas se mentir. Peu importe ce qu'il est et ce qu'il peut faire, etc. Lui, avec un ballon de basket, c'est une arme offensive terrible, et t'as pas vraiment de solution. Je pense que je suis plus inquiet de deux choses. D'abord, la capacité de l'équipe. Alan l'a dit, ils ont joué très peu ensemble en fait, et là, il va avoir cette espèce de parce que c'est pas seulement genre il joue un match puis il joue pas l'autre d'après, il joue un match puis il joue pas l'autre d'après. Genre quand ils ont des homestands, des moments où ils vont jouer plusieurs matchs à domicile, tu l'auras pas sur le terrain pendant peut-être 3, 4, 5 matchs, et ensuite tu l'auras avec toi dans un road trip à entier, compliqué. Et aussi c'est Alan est traumatisé de la première série des trois. Moi, je suis traumatisé de la situation actuelle, c'est-à-dire que comment on peut parier que dans 5 ou 6 mois, la législation fera en sorte qu'il sera capable de jouer tous les matchs de playoff en fait. Genre, rappelons que par exemple, maintenant, Kyrie Irving, dans le cadre d'une série de playoffs Raptors-Nets, pourrait jouer aucun match. Parce que à partir du 15 janvier, les joueurs non vaccinés ne peuvent pas aller au Canada. Donc t'imagines, c'est peut-être un détail, mais tu vois, imagine, je pense pas qu'on tombera sur cette série-là, mais imaginons, c'est ton premier tour, tu l'as pas pendant tout le premier tour. En fait, moi je trouve que les Nets peut-être s'octroient peut-être Kyrie Irving sur 50% des matchs, mais se posent des problèmes peut-être à moyen terme très compliqués en fait. Oui, t'es pas à l'abri que des personnes un peu taquines dans certains États fassent la même demande. Vu que c'est à la discrétion en fait de chacun, contrairement en France où je suis pas sûr que ce soit possible en fait qu'à un endroit de la France ce soit la règle A et à l'autre endroit la règle B. Aux États-Unis c'est tout à fait possible, donc tu pourrais avoir des scénarios très ubuesques où en fonction de ton tirage, de ton seeding et de comment tu joues, t'aurais peut-être intérêt à perdre un match pour avoir un premier tour où Kyrie Irving puisse jouer un peu, alors que si tu tombes sur telle autre équipe, là typiquement Toronto, il peut pas jouer. Donc ça va donner des situations un peu ubuesques, mais de toute façon, honnêtement, vu la situation mondiale, d'ici là, on aura le temps de voir venir des choses, parce qu'on n'est pas à l'abri de beaucoup de surprises maintenant. Je m'attends à tout. Ouais, c'est ça. Alan, si t'as un truc à rajouter. Moi, ce que ce retour me gêne parce qu'il t'empêche de te projeter. Par exemple, reprenons un cas. Imaginons, imaginons que Ben Simmons retourne chez les Sixers, Ben Simmons sans avec vacciné, etc. C'est pas le même type de retour. C'est-à-dire que là, tu te dis, il sera là tout le temps, etc. Là, c'est ce retour à 50% qui est totalement adossé à peut-être des évolutions dans les législations et tout, qui va pas arriver pour New York, d'après ce qui peut être dit dans la presse. Donc moi, je sais pas, sportivement, oui, mais en fait, j'ai l'impression que cette histoire-là, elle est plus extra-sportive que sportive. Ouais, t'as dit un truc,
qu'ils étaient peut-être pas, je crois que c'était un peu réfléchi tout ça. Ce que Marx a mis en avant, comme quoi, bon, il savait que c'était, il connaissait la législation, il prenait quand même le truc. Moi, je pense que c'est quand même c'est une décision qui est basée sur, je pense, et je comprends pourquoi. Si c'est ça, je comprends pourquoi. Je pense qu'il y a un peu de panique. Du côté des Nets, je pense qu'ils veulent s'assurer d'être premier à l'Est. Il y a pas mal de blessés, il y a Joris qui est blessé, il y a une rotation qui est pas exceptionnelle. Je pense qu'ils disent que s'ils ont Kyrie dans l'effectif, même pour les matchs, ça apportera, voilà, tous les soirs où il sera là, un solide niveau. Parce que même s'ils gagnent des matchs et que ils sont bien, ils sont pas aussi aériens, dominants qu'ils pourraient l'être. Ils font jouer beaucoup de jeunes. Il y a une rotation qui est assez décevante, je trouve. Voilà, les quelques mecs cramés qu'ils ont ramenés qui peuvent plus jouer. Et je pense que voilà, ils sont peut-être moins sûrs de leur force pour la saison régulière. Et je pense qu'ils veulent avoir le premier, ils veulent être premiers à l'Est. Comme ça, que ça passe par Brooklyn pour aller en finale NBA. Comme ça, Kyrie pourra à la fois jouer beaucoup plus de matchs. Parce que si t'es tout le temps à domicile, si t'as des matchs à domicile, ça pourra aider. Mais du coup, est-ce que ma théorie, la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant cette info, moi, vous allez me dire j'ai l'esprit tordu, est-ce qu'ils n'ont pas justement l'intérêt de pas avoir l'avantage du terrain en fait? Parce que sachant que Kyrie Irving joue pas les matchs à domicile, genre imagine tu vas en 7 contre les Bucks, tu l'as pas si t'as l'avantage du terrain. Ouais, non mais là c'est en fait là malheureusement c'est poussé et comme dit. Ah oui, mais donc tu ramènes pas Kyrie quoi. Ça va. T'es meilleur avec Kyrie Irving demain sur un terrain. Je pense, oui. Oui, ah oui, t'es largement meilleur. Je me dis juste, toi, ce retour t'amène à te poser des questions totalement, je reprends le terme de Madiane, UBS, c'est-à-dire, est-ce que j'ai pas intérêt à plus perdre pour en cas de match 7, à être sûr d'avoir Kyrie pour tous les matchs 7? Enfin. Ouais, mais je pense qu'en fait, tu peux pas calculer à ce point et je pense que personne calculera à ce point. C'est marrant de calculer comme ça, je trouve. Oui, c'est très marrant, mais c'est 1+1 égale poisson, quoi. Ça a pas de sens. C'est trop compliqué, donc, en fait. Tu penses que si l'avantage du terrain, imaginons que la situation reste stable, Madiane, et ensuite on avancera sur les Knicks. Il y a un match déterminant pour l'avantage du terrain, 82e match de saison régulière. Les Nets ne font pas exprès de le perdre. Non, alors, évidemment, 82e match, évidemment, là, tu commences à sortir ta calculatrice, à faire ton truc d'épicier. Ou pareil, s'il y a des trucs de seeding de « Attends, si je perds contre machin et tout, j'évite Toronto au premier tour, ok, let's go. » Par contre, c'est pas un truc que tu vas faire toute ta saison. Tu vas jouer tes matchs, tu vas voir où ça te peine, et puis les calculs d'épicier, généralement, tu les fais à la fin. En mode, attendez, alors la loi elle est comme ça, attendez, dans tel état c'est interdit, merde, attendez, les gars, faut qu'on joue qui, faut aller dans quelle partie de tableau. Mais pour moi, là tu commenceras. C'est pas une réflexion qu'ils vont avoir à partir de genre du 15 janvier, mais je pense qu'ils sont obligés de l'avoir en mars. À la fin, oui. Ouais, en mars, tu commences vraiment à regarder la situation parce que en plus, t'es pas à l'abri de genre que ça sorte de nulle part et qu'ils puissent pas jouer chez les Bucks non plus parce que le maire de la ville a décidé d'un truc et puis voilà. C'est les Warriors, les gars. Je suis désolé. Enfin, on va fermer le cas Covid Kyrie, mais le mandat qui oblige les joueurs des Warriors à être vaccinés pour jouer ne s'applique pas aux joueurs qui viennent de l'extérieur. Si jamais c'est inversé, c'est ce que j'ai dit sur mon compte Twitter avant de le corriger, Kyrie pourrait par exemple, finale Warriors-Nets, la législation change un peu côté Warriors, ils jouent pas du tout de la série. Enfin bref, c'est pour ça que ce retour sportivement, il est intéressant, extra sportivement, je le trouve compliqué. Bon, on va faire comme en F1, ce seront les règles du jeu qui détermineront qui gagne. On va faire comme ça. Et puis pour terminer, bien là on va faire une grosse page Knicks. Mais les Knicks, je l'ai dit, début tonitruant, réussite à 3 points. Les fans des Knicks qui nous ont dit, vous voyez, langue de vipère, on avait raison, on était là. Et depuis, c'est plus compliqué. On était là. On était là. J'aime bien parce qu'en plus, t'as peut-être la pire équipe du podcast pour parler de ça parce que t'avais les deux avec les couteaux en mode ouais, on va attendre. Les gars. Il y avait Adrien qui était pas mal aussi sur les Knicks, du coup. Et depuis, c'est assez compliqué. Le dossier Kemba, qui aime bien écarté, il revient contre Boston, il prend feu, il explique qui il veut jouer, des cas de Covid, des blessures, des sous-performances. Allez, c'est les Knicks. Je commence avec toi, Madiane. Même si Alan est quand même pas mal, mais Madiane, je commence avec toi. Sur les Knicks, moi j'ai noté une stat incroyable, c'est que leurs 5 de départ,
qui n'est plus le bon 5 de départ, mais le Walker, Fournier, Randle, Robinson, Barrett, ramené à l'échelle de la ligue, c'est la 28e attaque et la pire défense. C'est pas un bon couple, hein, incroyable quand même. Qu'est-ce que c'est t'as celui en qui jouait le plus. C'est celui qui jouait le plus en plus. Un de ceux qui jouait le plus en NBA. Incroyable. Ouais, non, en fait, moi, je les ai regardés, etc. Et en fait, bon, je parlerai de l'attaque à part, mais en fait, malheureusement, le plus inquiétant pour eux, c'est que c'est pas vraiment une défense si différente, mais la défense a plongé dans les stats de manière abyssale. Mais c'est pas lié à la façon de défendre, ou c'est pas parce qu'ils se battent pas, c'est pas parce qu'ils perdent au rebond, etc. Moi, en fait, les mecs mettent plus leur tir, en fait. Et en fait, ils sont plus exposés. Ils arrivent tout pareil à verrouiller la peinture. En fait, c'est la même mise en place, mais ça marche moins bien. Il y a pas de différence où tu te dis, tiens, ils défendaient mieux l'an dernier. J'ai pas l'impression qu'ils font différemment. C'est juste que la recette ne prend plus, et que ils sont plus allumés. Ils sont dans la contestation des tirs, ils sont plus ou moins pareils. C'est juste qu'il y a des petites différences dans la façon dont qu'ils ont de réussir à bien empêcher les points dans la peinture. C'est pareil. C'est juste que quand je regarde factuellement, c'est dans les chiffres, c'est moins bon. Mais quand je regarde le jeu, j'ai pas l'impression que ce soit très différent. Et je les ai vraiment regardés l'an dernier parce que j'attendais le moment où ils allaient s'effondrer. Ils sont pas effondrés. Non, mais vraiment, j'ai regardé parce que ça me paraissait une anomalie. Et en fait, moi, j'ai l'impression que juste l'anomalie c'est résorbé et que là, on voit un niveau défensif plus en ligne avec ce qu'on attendait, plus le fait que, mine de rien, dans le 5 de départ, je trouve que sur les postes arrière, ça s'est quand même bien affaibli au niveau défensif et que c'est un peu plus compliqué sur la défense des postes arrière pour nos amis de New York. Tu les trouves pas au niveau... Moi, je les trouve défensivement, et pour moi, il y a un symbole, c'est Randle. Je les trouve moins agressifs quand même. De ce que j'ai vu, je les trouve moins... comment dire ? Ce qui est paradoxal, parce qu'ils ont du public maintenant, en plus, mais pour moi, Julius Randle est un petit peu... Alors, c'est un peu la cible facile avec un Tom Thibodeau, mais je trouve que au-delà du tir, on va y revenir, où il est moins adroit, etc., il est pas aussi... je sais pas, c'est moins une équipe de charognards que la saison dernière, moi, je trouve. Ouais, un peu moins. C'est vrai qu'il y a un peu moins ce côté-là charognard, mais honnêtement, j'ai pas trouvé que les schémas étaient différents. Peut-être qu'il y a moins ce côté charognard, c'est vrai. Peut-être c'est peut-être moins fort sur certaines possessions, mais mine de rien, dans la façon de défendre, au global, t'expliques pas un écart. C'est-à-dire qu'ils sont passés de la 4e défense à la 23e. C'est pas genre juste ils ont un peu descendu et ils sont moins forts. Ça s'est effondré et ils jouent pareil quasiment sur leur possession. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une façon de changer. Le matériel est légèrement différent, ok. Ils ont peut-être perdu un peu du coup sur les postes arrière de joueurs avec un vrai profil défensif, mais quand même c'est pas la différence que je vois dans les stats n'est pas justifiée par ce qu'on se voit sur le terrain. La différence stat, elle est énorme. Elle est pas c'est pas genre juste 1 ou 2%. Et ils jouent pareil. C'est le même schéma, c'est Thibodeau, c'est la même chose. Et c'est ça qui m'a un peu choqué en regardant, c'est qu'ils jouent pareil, mais ils défendent vachement moins bien statistiquement. Est-ce que, Alan, pour venir là-dessus, est-ce qu'ils sont pas aussi un peu les victimes de... je sais pas, une ligue moyenne cette année, beaucoup d'équipes moyennes, et ça peut les embêter parce que, par exemple, quand on prend le defensive rating, ils perdent 20 places, mais, alors, je vais mettre d'énormes guillemets, ils prennent que 6 points par possession de plus. C'est juste qu'en fait, défensivement, la plupart des équipes sont largement meilleures que l'année dernière. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi qui explique la difficulté des Knicks? Complètement, et puis l'année dernière, de mémoire, j'ai pas les stats, mais ils torpillaient toutes les mauvaises équipes. Franchement, l'année dernière, je trouvais ils perdaient pas de matchs qu'il fallait pas perdre. Ils arrivaient à en gagner certains dans un Garden en feu contre des bonnes équipes.
Et t'avais ce schéma-là. Et je pense surtout, et comme l'a dit Marianne, et comme vous le dites, c'est Ned Duncan ou Seth Partnow des Américains qui en parlent, la défense, c'est volatile, en fait, aujourd'hui. Alors, tu peux avoir un bon schéma, tu peux avoir un très bon matériel. Bah, t'es quand même dépendant de l'adresse extérieure. Parce qu'en fait, même si tu défends super bien, il y a tellement de manières, je trouve, de se créer de bons tirs. Il y a tellement des joueurs capables de créer du pick and roll à outrance, des intérieurs modernes capables de tirer. T'as des line-up où les 5 mecs peuvent tirer. Donc c'est volatile. Tu peux avoir Tom Thibodeau n'a pas perdu toute sa magie défensive de l'an dernier et les joueurs. Je suis d'accord avec toi que ça se bat moins. J'ai l'impression que l'équipe elle a moins elle a moins la dalle. Même des Fred Payton ou des Reggie Bullock, ils étaient bien plus dans l'intensité que ce que je vois du côté d'un Fournier, d'un Kemba. Barrett a été élevé de position, il doit défendre les trois, il peut moins contenir le drive. Je trouve que ça c'est super important, il peut moins contenir les porteurs de balles qui attaquent le panier. Ils se sont fait torpiller par des Cole Anthony, ils sont par des joueurs comme ça qui petits sur le premier pas ont réussi pas. Voilà, Kemba, Fournier à les mettre vraiment en difficulté. Quickley c'est pareil, il défend pas. Donc il y a sûrement un retour à la normalité par rapport à l'an dernier, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi puissant. Je pense que c'est aussi le résultat du fait que c'est beaucoup plus simple de garder une ligne constante offensive que défensive en NBA aujourd'hui. Puis surtout pour un peu rebondir là-dessus, moi j'ai pris l'habitude de dire qu'il te faut un joueur défensivement pour maintenir une bonne défense, qu'il y a quand même des équipes qui la maintiennent d'année en année. Il faut que tu aies un ovni en défense, en fait. Il faut avoir un Gobert, un Giannis, etc. Et ils ne l'ont pas, en fait. Je pense, la volatilité, elle est d'autant plus présente si tu as une défense collective. Alors, Nerlens Noel est un bon protecteur de cercle, je pense, mais un mec comme Mitchell Robinson, je pense, c'est de la projection à ce stade-là. Et puis en dehors, tu l'as dit, les lignes arrières se font atomiser. Et on sait qu'en NBA, si tu te fais atomiser sur les lignes arrières défensivement, tu vas prendre l'eau. Il y a trop de... Et que t'as pas Gobert derrière. Tu vas prendre l'eau. Quelque chose à rajouter, Madiane, peut-être pour prolonger cette idée, ils atomisaient les équipes mauvaises. Cette année, des équipes mauvaises, on l'a un peu dit, hein, c'est un peu un de nos fils rouges cette année. Oui, il y a peut-être Détroit, il y a peut-être Houston, il y a peut-être Orlando. Ils sont perdus 2 fois contre Orlando. Ils sont perdus contre Orlando. Mais il y a globalement Cleveland n'est plus une mauvaise équipe, même Indiana qui galère est capable d'aller gagner des matchs. Il y a moins de mauvaises équipes. Il y a aussi ce côté-là, Madiane. Ouais, moins de mauvaises équipes et je trouve que il y a aussi le rythme en fait, en fait le rythme, le fait que là il n'y a pas eu l'effet pause, l'effet grosse pause quand même, il y a eu un coup d'arrêt sur la saison NBA. Il y a eu aussi beaucoup beaucoup de joueurs qui ont du mal à rentrer dedans, etc. Là je trouve qu'au tir en fait les joueurs, enfin offensivement les joueurs sont meilleurs cette saison par rapport à la saison dernière. Tu pouvais réussir à maintenir une équipe défensivement parce que tu savais que même des tirs un peu semi-ouverts que tu pouvais laisser, il y avait des joueurs qui les mettaient pas. Là vraiment, il y a les joueurs, je trouve qu'offensivement dans la réussite globale cette année, ils sont bien meilleurs et donc ça te met en défaut parce que la meilleure attaque va toujours l'emporter sur toi et quand tu comptes là-dessus et qu'en plus offensivement c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et c'est là où je trouve que le bas blesse très fort, c'est qu'en fait cette équipe aurait dû être meilleure offensivement au vu de tout ce qu'on nous annoncé, etc. Cette équipe n'est pas bonne en attaque, mais vraiment pas bonne. Donc t'es pas bon en attaque, ta défense ne suffit plus à contenir en face et du coup forcément ton net rating il s'est effondré et tu perds énormément de matchs que tu devrais pas perdre. Perdre 2 fois contre Orlando, tu dois jamais perdre. Ce que tu disais Ben aussi, ce qui est intéressant sur cette conférence Est, beaucoup plus des équipes qu'on drafté très haut, et elles sont elles sont bien meilleures cette année. Cleveland en 2, Toronto en 4 et Chicago était en 7. Ils avaient envoyé leur pick à Orlando. Ces 3 équipes-là, ces équipes que New York était meilleure l'an dernier, des équipes qui n'avaient pas vraiment d'ambition. Ces 3 équipes-là, franchement, elles sont améliorées et elles proposent un produit meilleur
chaque soir que ce que proposent les Knicks pour l'instant. Et ça joue sur le fait que les Knicks n'ont plus vraiment de match très simple pour vraiment se faire la cerise. Ils ont que Détroit et les cancres de la conférence Ouest ils ont gagné à Houston dernièrement. Ils vont réussir à gagner quelques matchs aussi, mais c'est beaucoup plus dur, quoi. Et on parle beaucoup des facteurs extérieurs. On parle de l'adresse des équipes qui sont meilleures. On parle de la ligue en meilleure aussi. Enfin, en tout cas, devenue globalement, qui s'est renforcée. Moins pire. Ouais, voilà, qui est devenue très moyenne et ça embête les Knicks. T'as beaucoup insisté, Madiane, et t'avais l'air d'être d'accord, Alain, sur l'attaque des Knicks. On sait qu'il y avait eu la volonté de renforcer ça avec Kemba Walker. On a amené Evan Fournier. Donc l'équipe sur le papier est meilleure offensivement que l'année dernière. Pourtant, ça fonctionne pas. Comment tu l'expliques? C'est super dur. On regarde tous du basket. On peut tous dire qu'avoir un bac courte où en vrai tu te sépares dans le 5 de départ de Peyton, Bullock, t'élèves Barrett au poste 3 et tu mets la paire Kemba Fournier. Tout le monde sait que tu vas être meilleur offensivement. Tu peux bien plus créer sur pick and roll. Tu peux avoir des mecs qui peuvent pull up. Voilà, tout le monde le sait. Par contre, en faisant ça, tu t'enlèves ton meilleur shooter et ton meilleur créateur d'espace, Reggie Bullock. Il est horrible à Dallas d'ailleurs, mais l'année dernière il fait une super saison dans ce rôle de spot-up shooter, défenseur, CUND. Moi j'aime bien Reggie Bullock, je trouve qu'il était très très bon l'an dernier. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une certaine forme d'arrogance de la part de Thibodeau qui s'est dit ok bon bah la défense je gère si vous voulez, ou alors je sais pas du staff des Knicks, la défense on gère, on a Thibodeau, l'année dernière on était une très bonne défense, on est prêt à s'affaiblir peut-être entre guillemets sur le profil des joueurs dans le bas court, mais on saura tenir. Je sais pas mais en tout cas t'es sûr en faisant ça que tu t'affaiblis défensivement et que tu t'augmentes ton plafond offensivement. En fait, là, tu t'es affaibli dans les deux côtés. Je pense que c'est peut-être une anomalie statistique offensivement, que ça va revenir sur la saison. Randle va être un peu moins inefficace. Fournier va arrêter de faire que du spot-up shooting, quoi. Il fait que ça, quoi. Il fait du 3 and no D par moment, donc c'est assez compliqué. Et encore, le 3, c'est un match sur 2, un match sur 3. Hein. Ouais. Mais c'est ça. C'est assez compliqué, mais je pense qu'il va quand même y avoir une normalisation de leur attaque. Je pense que ça ne peut pas durer comme ça. Mais ça sera jamais une top 10 attaque, hein. Mais ça, c'est surtout que moi, c'est comme d'habitude, c'est le niveau de création offensive. En fait, je sais pas sur quelle version de Kemba Walker ils espéraient, mais en fait, ils espéraient que la création et le guard play viennent de Kemba Walker. Sauf en fait, Kemba Walker, ses genoux sont flingués. Ok, là, il a fait un feu d'artifice, mais c'est connu maintenant. Et je suis désolé, qui est le meilleur créateur offensif de cette équipe? Qui peut, sur demi-terrain, avec une pace faible, te rapporter des points de manière plus ou moins fiable? C'est Julius Randle 2020-2021. Ouais, mais du coup, tu l'as plus, Julius Randle 2020-2021. Et encore une fois, je suis désolé, t'es passé de Elfrid Payton à Kemba Walker. T'as pas non plus changé la face, et moi, je critique encore une fois l'équipe de New York. Il n'y a pas de vrais porteurs de balles pour animer une création offensive, et en plus, leur pace est faible. Si encore c'était une équipe pour eux. Ouais, quand mais c'est le en fait, banc avec D-Rose, ça fonctionne. Ouais, mais dans ton je trouve ça ouf, mais faut le dire quand même que ça marche, quoi. Oui, mais en fait, le truc, c'est que t'es pas une équipe qui joue vite, qui va jouer en transition, et où tu t'en fous un peu du niveau de création, de capacité à créer sur demi-terrain de ton meneur. En fait, non, tu joues lentement. Donc, si t'as pas ça, tu te tires une balle dans le pied parce que ton schéma fait que tu joues lentement, mais en fait, t'es incapable d'avoir des bons tirs sur demi-terrain par création offensive d'un meneur. Je trouve que c'est paradoxal la façon de jouer. Mais parce qu'en fait, on en a pas trop parlé, mais faut parler de Julius Randle quand même aussi, les gars. C'est parce qu'en fait, ce joueur-là, c'est Julius Randle l'année dernière. En fait, le joueur qui met des tirs compliqués, qui crée de l'attaque, on sait pas trop comment. C'est lui en fait qui joue comme un All NBA l'année dernière et qui là. Est-ce que
c'est peut-être trop rapide, mais est-ce que déjà on pense à l'anomalie? Est-ce que déjà on peut dire que sa saison dernière c'était une anomalie? Parce que moi, concrètement, je serais prêt à dire oui. Enfin, il y a rien qui m'indique pour moi, c'est l'anti-Pascal Siakam. Si je fais référence à un autre ancien podcast d'avant, il y a rien qui indique que ce qu'on a vu la saison dernière, c'était réel, en fait. Si on suit statistiquement, je suis d'accord avec toi, sauf dans le scoring proche du panier. Pour moi, il a toujours montré que oui. Voilà, c'est un but. Mais dans le tir à 3 points, il tourne à 41% sur 5,5 tentatives par match l'an dernier. Ouais, c'était. Il a jamais tourné à plus de 34% sur une année, sinon, dans les autres années NBA. Pareil pour les lancers francs, pour d'autres choses. Il a eu une anomalie, statistique d'adresse l'an passé. Et aussi, une expansion de son rôle dans la création. Tu l'as dit, c'était 27% des passes décisives l'an dernier. Alors à l'intérieur, oui, maintenant on a les Jokic, on a ces joueurs-là, mais c'est quand même beaucoup. Et ça venait masquer le guard play de faible qualité à la création, parce que D-Rose, Immanuel Quickley, c'est du scoring. C'est plus du micron en sortie de banc, on court, pick and roll, on pull up, dans les zones de flotteur et tout ça. C'est pas vraiment. Et en plus, il y a plus de Bullock. Moi, je suis désolé, il y a plus de Bullock. Donc tu drive and kick pour qui? Ils ont tous besoin un peu du ballon, oui. Voilà, ils ont tous un peu besoin du ballon. Et Van Fournier, il a pas besoin à Orlando, c'est un joueur qui a un peu le ballon. À Boston, on a vu que quand on voulait le mettre un peu sans ballon, c'était un peu compliqué. Kemba n'a jamais joué off-ball de sa vie, quasiment. D-Rose, quand il rentre, c'est pour avoir le ballon. Emmanuel Quickley, c'est pour avoir le ballon. Alec Burks, c'est un joueur qui aime avoir le ballon. Donc, en fait, il y a peut-être moins, limite, le meilleur moment où il y a eu du spot-up shooting, c'est la semaine dernière quand ils ont mis le rookie, Grimes, qui a fait 7 sur 12 à 3 points, juste en faisant du spot-up, en écartant terrain, c'était contre Milwaukee, je crois. Mais voilà. Il y a des gens qui sont super dépendants de la balle, et qui, shootent pas très bien catch and shoot. Et aujourd'hui, toutes les bonnes équipes, elles ont des maîtres du catch and shoot. Il en faut. Mais ça, enfin, tu parlais de Rose Quickley, et c'est le truc qui fonctionne dans cette équipe. Clairement, complètement. Leur banc, ça marche, hein. Leur banc, ils ont, alors, ça dépend des stats, de ce que tu prends, etc. Moi, je considère leur banc comme un top 5 banc de la ligue, actuellement, dans la production. Juste dans les chiffres, c'est un top 5. Ça les sauve, sur pas mal de matchs. Ils sont à plus 1,7. Il y a peut-être, il y a 2-3 équipes, il y a Phoenix, il y a Utah, il y a la bataille, etc. Mais dans la production offensive, le pourcentage à 3 points du banc, ils sont au sommet de la ligue. Par contre, leur problème, il est d'entrer dans le 5 majeur. Et Randall est moins en réussite. Il mettait des tirs très compliqués. Je pense que ceux qui ont vu les Knicks jouer l'an dernier, ils mettaient des tirs extrêmement compliqués. Des longs 2. Dans les deux, du côté des deux corners, souvent à droite d'ailleurs, il mettait des énormes longs 2. Il y en a plus un seul qui rentre. Je sais plus si c'était dans le match d'hier où je le vois en tenter un quasiment derrière le backboard qui évidemment n'est pas rentré, mais en fait c'est tous ces tirs très compliqués où il sauvait des possessions l'an dernier. Il sauve aucune possession de Julius Randle et c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est lui, hein. C'est personne d'autre. Donc c'est très compliqué quand ton meilleur joueur il est pas forcément en veine et que du coup tu comptais sur lui pour des guard play qui n'existent pas. Quand on avait fait l'épisode intersaison, moi j'avais été très séduit par l'idée d'un Lonzo Ball en tant que coach de cette équipe de Knicks avec un magnifique GM qui me le proposait. Moi quand j'avais préparé cet épisode, je m'étais dit à l'intersaison il me faut un mec qui ait la balle. Aussi bon que soit le Julius Randle, ça va même l'aider en fait. Il y a une deuxième menace de création offensive. Ils l'ont pas apporté. Donc à partir de là, tu t'étonnes pas quoi. Plus que Lonzo, un DeRozan, je pense, moi, leur aurait fait plus de. De Rozan, il y a un passage coupé sur le sujet. Ouais, mais là, j'ai été checké l'an dernier, RJ Barrett et Bullock sont à plus de 40% à 3 points. Cette année, Barrett, il est à 34% à 3 points. Est-ce que aussi, il y a peut-être. Aussi, faut peut-être en parler. C'est ce que j'allais dire. Je sais, c'est un joueur que Madiane t'apprécie beaucoup. On sait RJ Barrett, mais est-ce qu'on s'inquiète pas
pas s'inquiéter, mais qu'est-ce qu'on fait de son début de saison un peu compliqué à lui? Alors, c'est toujours difficile de juger un début de saison compliqué d'un jeune joueur dans un marasme collectif, parce que c'est un peu ça l'Enix. Mais moi, j'ai l'impression que les ajouts d'intersaison ont surtout tellement redistribué les cartes que beaucoup de joueurs ne connaissent plus leur rôle, en fait. Ouais, moi j'ai l'impression que ça lui fait pas du bien, hein, ce décalage en fait, parce que du coup j'ai l'impression qu'en fait il a pas les, il est pas à l'aise en fait dans son poste, défensivement c'est pas génial, et on le prive en fait de pas mal de ballons qu'il avait l'an dernier. Alors dans les pourcentages, c'est forcément descendu, mais je trouve qu'en fait il y a une espèce, peut-être que Fournier n'était pas un bon casting, hein. C'est-à-dire que le prix où tu payes Fournier, en fait, est-ce qu'il n'y avait pas un spécialiste du poste? Mais on se souvient l'an dernier qu'on essayait de préparer, c'était compliqué de trouver un vrai spécialiste du poste 3. C'est pour ça qu'on était parti plutôt sur, si on réussit un pari, on le prend, mais plutôt essayer de garder Reggie Bullock. Bon, après, est-ce qu'il aurait fait la même saison? On ne sait pas, mais je trouve que l'argent employé sur Fournier, alors que tu avais déjà Barrett, pour moi, c'était plutôt de l'argent à mettre soit sur ton poste 1 pour régler ton problème de guard play, soit sur ton poste 3 pour un peu verrouiller un peu plus un bon shooter à ce poste-là. T'as fait ni l'un ni l'autre, et t'as un espèce de double emploi où en fait tu décales Barrett sur un poste où il m'a pas l'air non plus ultra pertinent. Et j'adore ce joueur, mais il est pas pertinent à mes yeux sur ce poste-là. Ouais. On fait quoi du coup, les gars? Parce que non, mais parce que là, je me mets à la place d'un auditeur. Du coup, on a souligné pas mal de problèmes. Donc, effectivement, Kemba, titulaire d'une équipe NBA avec des ambitions, c'est compliqué. On voit bien que l'intégration d'Evan Fournier est compliquée. Julius Randle n'est plus le même joueur qu'il était. Moi, j'avais une autre stat que celle d'Alan, mais sur les 3 points ouverts l'année dernière, il était à 41%. Là, il est à 34%. Perdre 7 points, c'est énorme. Gigantesque. On voit bien le secteur intérieur, Mitchell Robinson est, je crois, dans le protocole Covid en ce moment, donc c'est assez compliqué. C'est Gibson qui joue. C'est Taj Gibson qui joue. D'ailleurs, moi je trouve, alors c'est pas une éclaircie, mais Taj Gibson, c'est incroyable la longévité du joueur. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la solution d'ostraciser Kemba Walker, c'était la bonne? Parce que on rappelle que toutes les statistiques avancées, et même visuellement, Kemba Walker sur le terrain maintenant, tu l'as dit, Madiane, c'est plus possible défensivement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? On peut pas réintégrer Derrick Rose dans le 5, vous l'avez dit, le banc est la seule chose qui marche à peu près. Moi, la seule chose qui pourrait fonctionner, c'est ce qui marchait l'an dernier, c'était aussi d'avoir RJ Barrett pour défendre les porteurs de balle adverses. Comme ça, tu te faisais pas trop torpiller sur le drive. Tu pouvais bloquer le point d'attaque. La traduction est mauvaise par rapport aux Américains. Mais en gros, il y avait pas un autoroute libre vers le cercle. Ça, c'est super compliqué. Barrett est grand, puissant, large pour sa taille. C'est un bon défenseur, un très bon athlète. Souvent, sur cette année, j'ai l'impression on met beaucoup en avant ces très bon flash défensif sur des tattoos, sur des trucs comme ça, mais comme tu l'as dit, Marianne, il perd cette polyvalence à être parfois mis sur des 3, des 4, tout ça. Donc ça, c'est problématique. Si tu fais descendre RJ Barrett sur le poste 2, ça veut dire que tu sors Evan Fournier. Ça veut dire que tu sors Evan Fournier, et en même temps, t'as un backcourt Quickley Rose qui fonctionne. Est-ce que tu joues avec ces 3-là? Défensivement, c'est impossible. C'est impossible. Ils ont besoin d'un ailier. Ou alors, ils auraient eu besoin d'un porteur de balle plus grand, type DeMar DeRozan. Voilà, ce joueur-là que t'aurais pu mettre à côté de Kemba et jouer avec Barrett, parce que DeRozan est un mec qui fait du drive and kick et tout ça. T'aurais eu besoin de ça. Ou t'aurais eu besoin d'aller signer un Caruso. Voilà, donner de l'argent à Caruso ou un mec qui peut défendre, mettre des paniers. Ils ont pas remplacé le facteur pas besoin du ballon pour peser en attaque. Ils se sont dit on va prendre du talent offensif et ça marchera. Ce qui n'est pas débile en soi. En soi, c'est pas débile. Mais comment dire?
la philosophie qui a un peu mené leur intersaison est pas folle, je trouve, hein, de base. Mais pas du tout, complètement. Ça moi je regarde. Parce qu'en plus, tu t'es fait vraiment lapider par Atlanta sur, voilà, on n'était vraiment pas apte à matcher en termes offensifs. Voilà, ça se voyait en termes de talent, en termes de solutions. Donc ils se sont dit, bah voilà, on a cette assise défensive, cette pierre angulaire. Sauf que cette pierre angulaire, comme tu l'as dit Ben, c'est pas un joueur, c'est Thibodeau, genre entre guillemets. Genre c'était, et oui, mais Thibodeau, il n'était pas sur le terrain et en 2021, c'est super dur, soir après soir, ils ont dit de prendre moins de 105 points. Voilà, 100 points, c'est super dur en fait. C'est super dur. Et voilà, et donc il faut en mettre 110 tous les soirs. Et avec cette équipe-là, on aurait pu penser qu'ils pouvaient en mettre 110. Kemba, Fournier, mais voilà, t'as Randle qui est moins bon, t'as moins de spacing. T'as Fournier qui est pas très bien intégré, bah voilà, c'est compliqué. C'est super compliqué pour eux et moi malheureusement tu vois la solution ce serait de peut-être réussir à ramener un meneur un peu plus playmaker mais en fait c'est trop cher dans les trades. Est-ce que ça vaut le coup en fait d'aller trade pour améliorer ta situation en mode rafistolage d'un truc qui marche pas parce que tu t'es un peu foiré? Enfin, est-ce que tu vas trader, perdre des assets pour faire quoi? Pour aller en playoff et te faire torpiller au premier tour? Qui sont tes assets? Ça aussi, tu vois, c'est une question qu'on peut se poser. Non, mais en fait, faut jouer avec une équipe qui s'en fout de type Houston. Parce que tu vois, par exemple, il y a la rumeur Eric Gordon à New York en ce moment, enfin qui tourne et tout. T'envoies qui en fait? Houston, il y a qui intéresse? Les mecs comme Fournier, de toute façon, il y a la date qui doit être passée pour son contrat. Mais tu vas pas renvoyer un mec que t'as signé il y a peu de temps. Ensuite, la plupart des joueurs, on l'a pas dit ça, mais ils avaient aussi faim l'année dernière parce qu'ils étaient tous sur des contrats courts, parce qu'on était dans l'échec d'un été qui devait être XXL. Ça a été un échec, on a signé des contrats courts et tous les mecs étaient à échéance de leur contrat. La plupart ont été payés en fait. Il y a aussi cet aspect-là, même si moi c'est une théorie à laquelle j'adhère pas, bah il y a de ça. J'allais te le dire. Mais non, mais tu vas cibler c'est un marronnier, mais voilà, un ou deux mecs qui sont sous contrat rookie. Voilà, tu fais Quickley, Kevin Knox, c'est pas beau d'ailleurs comme package, mais il y a un choix de draft. Obi Toppin. Ouais, voilà, Toppin est loin d'être scandaleux en sortie de banc, dans son rôle de rollman. C'est juste pas ça que tu draftes en 8e, quoi. Mais ouais, moi, de ce que j'ai vu, c'est pas le joueur que j'avais plus vu. Je trouve que les gens sont super. Oui, en fait, c'est parce qu'il est drafté 8e, en fait. Enfin, genre, il serait drafté 36e. Bon. Complètement. Et puis que t'as eu les deux Tyrese qui ont été draftés derrière. Voilà. Les deux Tyrese qui ont été draftés derrière, et puis d'autres joueurs. Mais ils ont pas un joyau, quoi. Comme tu dis. Alors qu'ils ont drafté 2 fois dans le top 10 des mecs qui sont toujours en contrat rookie. Knox et Barrett. Est-ce que ces joueurs-là, déjà, est-ce qu'ils veulent se séparer de Barrett? Je sais pas. Est-ce que ces joueurs-là peuvent te permettre d'aller acquérir un joueur en vendant de l'espoir sur ça? Je pense pas. Parce que Knox, on sait tous très bien qu'il aura pas son 12e contrat, donc. Madiane, je vois ta mine déconfite. Non, mais en fait, je vous ai proposé de faire l'enchaînement Covid, Nets, Knicks, mais ça nous met dans un état, mais second. Non, mais en fait, le problème, c'est que, moi, s'il y a une équipe, en fait, avec qui j'aimerais parler, c'est effectivement Houston, et ce serait pertinent. Mais en fait, Houston n'a pas d'intérêt à aller échanger avec toi, sauf que si tu lui balances, des tours, quoi. Mais tu vas pas hypothéquer un éventuel avenir pour un truc qui est un peu branlant. Et ouais, c'est ça. T'as un truc un peu branlant que tu dois sauver. Thibodeau. Ouais, enfin, heureusement c'est pas lui qui a le bouton, parce qu'avant il avait le bouton dans d'autres équipes. Il aurait déjà heureusement envoyé. Là c'est pas lui. Il aurait déjà envoyé l'ami Knox à Guangzhou, genre c'est. Non mais c'est ça. Heureusement c'est pas lui qui a le bouton. Donc moi en fait à la place du front office, tant pis en fait, parce que les assets qu'il te faut, c'est pile à des endroits où ça coûte trop cher en fait. Si tu les as pas signés à ton intersaison, ça va te coûter tellement cher d'aller les récupérer.
c'est quoi, Houston, pour les convaincre de lâcher Gordon et genre DJ Augustin pour avoir peut-être un mec qui sait jouer avec un peu le ballon. Qu'est-ce qu'il faut pour les convaincre? T'envoies Fournier, peut-être Burks, et t'envoiies deux tours, mais en fait c'est trop cher. Ça, en fait, il faut garder la face. Tu peux pas trader un mec que t'as signé un contrat de 4 ans il y a 6 mois. Ouais. Non. S'ils vont échanger des gars, ça sera du Quickley, du Topin. Ouais, mais il y a qui dans les salaires accessibles New York, ils sont à la limite. Il y a qui dans les salaires accessibles pour améliorer la situation? Un meneur capable d'être titulaire dans la conférence Est et potentiellement un poste 3. Mais c'est trop cher ce qu'ils veulent. Tu l'as dit, Madiane. Ils veulent des trucs. On en avait parlé d'Eric Gordon avec Tom dans l'épisode sur les mecs qui peuvent être potentiellement transférés. C'est un joueur qui, même si au niveau salarial ça posera problème, peut s'intégrer dans toutes les équipes qui visent le titre. Donc en fait, tu te bats contre beaucoup de monde. Tu te bats contre des équipes qui vont avoir un jeune plus sexy ou un pick mieux, plus intéressant. En fait, peut-être pour conclure, les gars, si on se projette un peu, il y a un peu cet aspect qui nous rend triste. On a tous des mines tristes. C'est qu'en fait, c'est une équipe qui galère, mais qui en fait, si tu te projettes à moyen terme, où sont les motifs d'espoir? Peut-être un RJ Barrett, oui, parce qu'on rappelle que tu as payé Julius Randle suite à sa saison All-NBA, l'art du timing, encore une fois, quand il s'agit de signer un contrat. Mais ils ont pas payé si cher, ça allait. Ça allait, mais au vu du rendement, par exemple, ça pourrait poser problème dans des années futures. C'est Quickley, Topin dans une moindre mesure et surtout Barrett, les motifs d'espoir pour le moyen terme? Ouais, mais en fait Barrett, faut le remettre sur les lignes arrière, ou en tout cas ne pas lui faire défendre en permanence des trois, quoi. Il a raison, Alan. Faut quand même un peu l'aider. C'est sa 3e saison. Mais je pense surtout qu'il peut le faire en plus. Il peut le faire défendre les trois, mais il est super important dans bloquer le drive. Donc exactement. Boston drive très mal. Et hier soir, on a réussi vraiment à aller où on voulait, quand on voulait, pour du drive and kick, pour Pritchard, pour Richardson, pour tout ça dans les coins après. Franchement, tu vois la défense du point d'attaque entre les Warriors vendredi soir et les Knicks samedi soir, alors qu'on va pas se mentir, les Warriors n'ont pas non plus des défenseurs incroyables sur les petits. Tu vois que ça change beaucoup de choses. Et du coup, pour conclure, les gars, je vais vous poser 2 questions que je vous avais pas préparées vis-à-vis des Knicks. Première, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'ils bougent d'ici à la trade deadline? Ouais, ils vont rajouter un joueur. L'année dernière, ils avaient déjà rajouté 10 roses. Un minimum. Tout se passait bien, ils avaient rajouté 10 roses. Je pense qu'ils vont rajouter un joueur, un vétéran, catch and shooter ou un meneur. J'espère pour un meneur. Est-ce qu'ils arrivent au play-in? Deuxième question. Est-ce qu'ils vont jouer le play-in? Et j'ai vu beaucoup de gens qui disent qu'ils vont même rater le play-in. Non. Est-ce qu'ils vont... Moi, je les avais annoncés rater peut-être le play-in dans ma prédiction folle de l'année. Mais... C'est possible qu'ils y arrivent. Honnêtement, au vu de la saison, au vu du contexte, en fait, pile au moment où tout est instable, tout se barre en live, etc., il y a moyen qu'ils réussissent à avoir un minimum de niveau au vu finalement de leur effectif qui, mine de rien, c'est ce qu'on dit, le banc ça marche bien, etc. Au vu de leur effectif, ils pourraient taper plus d'équipes dans un scénario un peu ouvert où il va tout le temps manquer un peu quelqu'un dans les équipes adverses. Ils pourraient y arriver, mais c'est hormis scénario, tout le monde en santé de partout, je commence à être très pessimiste. C'est un peu le jeu qu'on fait souvent, Alan. Qui à l'Est est moins bon? Moi, je regarde le classement en ce moment sur, Denver, Détroit, Orlando, moins bon. Indiana, au vu des infos qu'on a en interne, peut-être, on peut mettre des grosses questions autour d'Indiana parce que ça va peut-être exploser et que l'équipe est moins bonne. Ensuite, est-ce qu'on pense que Washington va s'effondrer à ce point-là? Washington est un peu moins bien, mais pour les avoir regardés un peu, ils me font penser aux Knicks de l'an dernier ou aux Pacers de ces 4-5 dernières années. C'est très sérieux, soir après soir. Et Bill commence à préchauffer là, assez sérieusement. Mais oui, je pense que tu peux avoir une régression un petit peu des Wizards. Je pense que tu peux avoir, même si Cleveland est toujours meilleur, mais Cleveland, Washington, qui va un petit peu baisser. Les Knicks ne vont pas continuer à être horribles, je pense. S'ils continuent à être horribles, de toute façon, ils vont manquer le play, disons-le. Parce que tu vois, Cleveland, t'as déjà 5 matchs et demi de retard.
Ouais, et Cleveland, j'avais lu ça, C'est loin, hein. Ils ont joué le calendrier le plus Ouais, difficile, ils ont un calendrier je crois, difficile quasiment. en plus. 5 matchs et demi, c'est énorme, tu vois. Voilà. Enfin, Alors que les Knicks ont joué un calendrier, entre guillemets, simple, aussi. mhm. Et ils sont en négatif. Donc c'est, Ils doivent jamais se retrouver dans cette situation-là. Je pense que Parce qu'ils qu'en gagnent vrai, pas un match à domicile. Hein. Ils sont à 5 victoires, 10 Ouais. défaites à domicile. incroyable. C'est un bilan, de loterie pique, ça, hein, à domicile. Et des défaites moches. Madiane, on te laisse continuer. Non mais en fait, moi je repense à l'épisode de l'an dernier, mine de rien, on avait bien ciblé poste 1, poste 2. On avait littéralement ciblé poste 1, poste 3, vous le réécouterez. Est-ce que c'est pas le genre aller chercher du Caris Levert ou un truc comme ça? Tu sais qu'à un moment, j'y ai pensé et je me suis dit, ah là là, c'est la pire idée du monde. Il a besoin du ballon, il est parfois blessé, il est sur cours alternatif. C'est la pire idée Ouais. possible. Mais est-ce que c'est pas... C'est compliqué. Hein. Idéalement, moi, s'il y a un joueur que Les j'aurais Terrence aimé Ross. voir, non, les Terrence Ross, non. La Oui, mais c'est les genres de gars qui vont aller chercher, hein. Je pense. Hein. Ouais, ben oui, mais en fait, c'est le problème, c'est qu'ils Du ils auront Dragic, du mal. peut-être. Bah la semaine, honnêtement les gars, je suis en train de me refaire tous les mecs qu'on avait peut-être ciblés avec Tom pour l'épisode sur Non, les c'est trades. trop. Il y a, Ils peuvent pas aller chercher ces il y a mecs-là. pas, Non, ils peuvent et pas. surtout même les mecs un peu moins bons dont on avait parlé ensemble, il y a pas un mec qui peut aller vraiment cibler, tu vois. Ouais. Non, mais en plus, la structure des salaires qu'ils ont, c'est une catastrophe pour eux parce que Ils ont une C'est- structuration c'est ce qu'on de s'est salaire d'une équipe qui joue le titre, avec des contrats rookies et des hauts salaires. Ouais. c'est que c'est Et compliqué. c'est jamais bon signe quand ta fanbase commence à te demander à ce que tes rookies jouent. Et c'est jamais bon signe Parce que- quand on salue Gabin et Antoine au 2CM, ils ont demandé quel est le problème des Knicks et tout le monde tombe sur Tibbs, alors que tu peux quand même raccrocher une partie du succès de l'année dernière à Thibodeau. Voilà. Ouais. C'est Et- jamais que la faute du coach si tu gagnes et c'est jamais que sa faute si tu perds. Au bout d'un moment, réflexion de comptoir, mais bon, il est pas sur le parquet. Quoi. On te donnera le mot de la fin, Madiane, mais qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Moi, j'ai trouvé ça très dur quand même de beaucoup tomber sur Thibodeau qui a ses défauts, mais là, on l'a dit, même nous, au niveau du 5 de départ, on jongle, mais on n'arrive pas à trouver un bon alliage. Non, et je trouve qu'en fait leur situation, je serais pas rassuré si j'étais fan des Knicks actuellement parce que leur situation est vraiment pas ouf. Je trouve que vraiment C'est quand la même parti en structuration. eau de vinaigre assez rapidement cette affaire. Excusez-moi, mais mais je tiens et c'est peut-être quelque chose pour conclure. Si Ben et moi-même étions en place dans le front office, ils auraient peut-être DeRozan, Lonzo Ball ou Kelly Oubre et franchement ça aurait été incroyable. Ah, c'est ça dont on avait parlé. Kelly Oubre aussi, tu vois, ça a dû... même... Non, on Ah oui. avait imaginé Kelly Oubre pour combler le problème au poste 3. Même si bon, tu remplaces Bullock par Oubre et ça passe. c'est Ouais. bien. Après, oui, enfin beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. On l'a dit. Alors, il y a beaucoup de discussions sur la défense, mais l'absence, ça avait dit un truc très juste l'année dernière, Madiane. Le fait qu'il n'y ait pas de public là maintenant, tous les mecs, enfin Curry qui calcule pour battre le record au Madison Square Garden, tu vois, c'est Ah. des trucs, c'est toutes ces choses-là qui n'avaient pas l'année dernière et qui se rajoutent. Puis oui. Des joueurs qui font plus la saison de leur vie. Je pense qu'ils n'avaient pas anticipé qu'un Julius Randle allait être si pas mauvais, mais aller redescendre à ce point-là sur La régression à la normalité, Ouais. ouais. Puis ça fait très mal. Mais du coup, ça devait être un épisode un peu plus court, les gars, mais on a quand même fait 1h03 de... Honnêtement, heureusement que c'est les fêtes de fin d'année, parce que c'est un des épisodes les plus déprimants qu'on ait jamais fait de Spéciale ville de New York. spéciale ville de New York de mémoire récente. Donc, on vous l'a dit, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @dunkebdo, pour gagner peut-être un League Pass dans les prochains jours. Les plateformes où vous écoutez le podcast et sur YouTube. Également, on s'impose dans le YouTube Game. Alan, en tant que star international de YouTube, va peut-être nous donner des petits conseils pour nous imposer. On vous souhaite du coup un très beau Noël. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, bon match NBA et kiffez bien ce magnifique Nets Lakers le jour de Noël. Joyeux Noël, salut! Bon G-League Tchuss. Christmas Games.